Il montre que cette victoire dépasse ma personne. Il faut mettre, partout où on se trouve, il faut mettre du sable dans l'eau. Attention, Cameroun. Un gouvernement fantôme circule et révèle les vrais visages du pouvoir. Le président élu. Chiroma refuse de reculer et le peuple camerounais est prêt à tout pour défendre sa victoire. Si vous voulez savoir ce qui se passe vraiment, abonnez-vous et likez cette vidéo maintenant, car ce que vous allez découvrir va vous choquer. Restez jusqu'à la fin pour le détail explosif. Le développement national nécessite une jeunesse éduquée, motivée et présente sur le terrain. Cette jeunesse doit être accompagnée par des politiques publiques cohérentes qui créent un environnement favorable à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Elle a besoin d'infrastructures fonctionnelles, d'institutions fiables et d'un système judiciaire équitable. Surtout, elle nécessite des dirigeants qui placent l'intérêt national au-dessus des considérations partisanes ou ethniques. Sans ces conditions, le Cameroun continuera à former des talents pour le bénéfice d'autres nations. La vision alternative proposée par Chiroma offre précisément ce changement de paradigme que réclame la jeunesse. Ces talents auraient dû contribuer au développement des infrastructures camerounaises, à l'innovation technologique locale. Au lieu de cela, ils participent à la prospérité d'économies déjà avancées qui n'ont pas investi dans leur formation initiale. La question fondamentale qui hante l'avenir camerounais est celle de savoir qui construira effectivement le pays. Si tous les jeunes compétents et ambitieux sont poussés à l'exil, quelle main-d'œuvre qualifiée restera pour transformer le Cameroun? Les générations vieillissantes qui ont présidé au déclin ne peuvent évidemment pas être la solution pour l'avenir. Les quelques opportunistes qui gravitent autour du pouvoir pour leurs intérêts personnels ne représentent certainement pas l'espoir de renouveau. Les jeunes ingénieurs camerounais qui réussissent les concours d'entrée dans les grandes écoles françaises découvrent un monde différent. Ils évoluent dans un environnement méritocratique où seules leurs compétences comptent. Les grandes entreprises européennes se disputent leurs services dès leur sortie d'école. Certains se retrouvent avec plusieurs offres d'emploi prestigieuses dans des secteurs de pointe comme le nucléaire ou l'automobile. Cette réussite individuelle, bien que réjouissante pour ces jeunes, représente une tragédie collective pour le Cameroun. Chaque cerveau qui part est une pierre retirée de l'édifice national en construction. Total. Les jeunes diplômés découvrent avec amertume qu'aucune entreprise nationale ne s'intéresse à leurs compétences durement acquises. Cette absence de débouchés professionnels traduit l'état de délabrement avancé de l'économie productive camerounaise. Les quelques entreprises qui survivent fonctionnent souvent sur des modèles obsolètes qui n'ont pas besoin d'ingénieurs hautement qualifiés. Le secteur privé, étouffé par une réglementation excessive et la corruption, ne peut jouer son rôle de créateur d'emplois. Cette situation pousse inexorablement la jeunesse vers l'émigration comme seule option viable. Le contraste entre les opportunités à l'étranger et la stagnation nationale est particulièrement frappant. Ne peuvent plus recruter leurs propres diplômés. Les multinationales étrangères accueillent avec enthousiasme ces talents que le Cameroun a formés, mais ne peut retenir. Cette situation paradoxale illustre l'absurdité d'un système qui investit dans l'éducation, mais ne crée pas les conditions de l'utilisation productive de ses compétences. La comparaison avec les systèmes éducatifs et professionnels d'autres pays révèle l'ampleur du gâchis camerounais. Dans les nations développées, les grandes entreprises se pressent littéralement aux cérémonies de remise de diplômes des écoles d'ingénieurs. Les étudiants talentueux se voient offrir plusieurs opportunités de carrière avant même d'avoir terminé leurs études. Au Cameroun, l'exode massif de la jeunesse camerounaise représente une hémorragie de talents qui hypothèque gravement l'avenir du pays. Des jeunes, brillamment formés dans les meilleures institutions nationales, se voient contraints de chercher leur avenir ailleurs. Les polytechniciens, ces ingénieurs d'élite qui devraient construire les infrastructures du Cameroun, enrichissent aujourd'hui des économies étrangères. Cette fuite des cerveaux n'est pas simplement une question de meilleures opportunités économiques à l'étranger. Elle résulte d'un échec systémique du système à créer un environnement propice à l'épanouissement professionnel. Les entreprises camerounaises, affaiblies par la mauvaise gestion et la corruption, ces jeux de pouvoir perpétuent un système où les ambitions personnelles priment sur le bien-être collectif. Le peuple camerounais observe avec consternation comment les richesses nationales deviennent l'objet de marchandage entre groupes d'intérêts.
Les ressources pétrolières du pays, particulièrement celles situées dans les régions anglophones, alimentent ces luttes fratricides. Cette compétition pour le contrôle économique explique en partie la violence disproportionnée dirigée contre certaines populations. Les Camerounais comprennent maintenant que leur marginalisation n'est pas accidentelle mais systémique. La concentration du pouvoir entre les mains de quelques privilégiés a créé une classe dirigeante déconnectée des réalités populaires. Son rôle consiste à maintenir haut le drapeau de la vérité dans un environnement politique souvent caractérisé par la manipulation et la désinformation. La présence d'une femme à ce poste crucial démontre également l'engagement envers l'inclusion et la diversité. Cette décision reflète une approche moderne de la gouvernance qui reconnaît les compétences indépendamment du genre. La situation politique actuelle révèle des dynamiques de pouvoir complexes qui ont longtemps façonné la gouvernance camerounaise. Les luttes intestines entre différentes factions pour le contrôle des ressources et des positions stratégiques ne servent aucunement l'intérêt public. A country without peace cannot develop. Let us not deceive or lie ourselves. Elle redéfinit ce que signifie véritablement servir le peuple, plutôt que de simplement le gouverner. La nomination stratégique d'une porte-parole compétente illustre la vision organisationnelle de Chiroma. Maître Aliscom représente plus qu'une simple voix pour le président élu. Elle incarne la défense acharnée des intérêts du peuple camerounais sur la scène nationale et internationale. Sa désignation envoie un message clair sur le professionnalisme et la détermination de la nouvelle administration. Cette avocate, reconnue pour sa rigueur et son intégrité, devient le visage public d'un mouvement politique qui refuse les compromis. Contrairement aux pratiques établies par les régimes précédents, il place la vie humaine au centre de ses préoccupations. Son empathie envers les victimes des violences récentes démontre une qualité rare chez les leaders politiques camerounais. Cette sensibilité ne représente aucunement une faiblesse, mais plutôt une force morale considérable. Elle établit un contraste saisissant avec l'indifférence historique manifestée par les autorités face aux catastrophes et aux pertes de vies humaines. Le peuple camerounais découvre enfin un leader capable de pleurer avec ceux qui pleurent. Cette dimension émotionnelle authentique crée un lien profond entre le président élu et la population. Il rejette toute idée de négociation qui légitimerait ce qu'il considère comme un vol électoral manifeste. Plus important encore, il écarte toute possibilité de capitulation face aux forces qui cherchent à maintenir le statu quo. Cette triple promesse représente bien plus qu'un engagement personnel de sa part. Elle symbolise la résistance collective d'un peuple fatigué des décennies de gouvernance contestée et de promesses non tenues. Les Camerounais de toutes les régions reconnaissent dans ses paroles l'écho de leurs propres aspirations. La fermeté de son ton contraste radicalement avec les compromissions politiques du passé. L'humanisme qui caractérise la démarche de Chiroma se manifeste dans chaque aspect de sa communication politique. Cette détermination rappelle l'esprit combatif qui caractérisait les luttes pour l'indépendance et la justice sociale. Les observateurs politiques reconnaissent en lui ce qu'ils appellent le « fighter spirit », cette capacité rare de tenir bon face à l'adversité. Sa position est claire et sans équivoque face aux manipulations électorales présumées. Le message transmis par Chiroma transcende la simple rhétorique politique habituelle. Ces trois engagements fondamentaux résonnent comme un serment solennel fait devant la nation entière. Il refuse catégoriquement de reculer devant les obstacles qui se dressent sur le chemin de la démocratie véritable. Le Cameroun se trouve à un tournant historique sans précédent. Pour la première fois dans l'histoire de cette nation d'Afrique centrale, le peuple camerounais a exercé son droit démocratique de manière authentique et déterminée. La figure d'Issa Chiroma émerge non pas comme un simple candidat, mais comme l'incarnation d'une volonté populaire longtemps réprimée. Son discours résonne avec une force qui traverse les frontières régionales, linguistiques et sociales du pays. La détermination qu'il affiche n'est pas celle d'un homme politique ordinaire cherchant le pouvoir pour lui-même. C'est plutôt la manifestation d'un engagement profond envers les principes démocratiques et la dignité du peuple camerounais. Son projet politique ne se limite pas à des slogans creux ou à des promesses irréalistes. Il propose une refondation complète du contrat social entre l'État et les citoyens. Cette refondation implique la création d'institutions transparentes et redevables devant le peuple.
Elle exige la mise en place de politiques économiques qui favorisent l'émergence d'un secteur privé dynamique et créateur d'emplois. Elle nécessite également des investissements massifs dans les infrastructures et les services publics essentiels. Plus fondamentalement, elle requiert un changement de mentalité chez les dirigeants qui doivent se percevoir comme des serviteurs du peuple et non comme des maîtres. La légitimité démocratique repose sur un principe simple mais fondamental. La souveraineté appartient au peuple. Dans le contexte camerounais actuel, ce principe prend une dimension particulièrement significative et urgente. Pour la première fois dans l'histoire post-indépendance du pays, les Camerounais affirment avoir véritablement choisi leur leader. Cette affirmation ne provient pas d'une manipulation médiatique ou d'une propagande organisée. Elle émane d'une conviction profonde partagée par des millions de citoyens à travers toutes les régions du pays. Le sentiment collectif est que le vote exprimé lors de l'élection présidentielle reflétait. Cette élection représentait plus qu'un simple choix entre candidats différents. Elle symbolisait un référendum sur le type de société que les Camerounais souhaitent construire pour les générations futures. La participation massive et l'engagement des électeurs témoignaient d'une soif de changement longtemps contenue. Les premiers dirigeants du Cameroun indépendant sont arrivés au pouvoir dans des contextes qui ne permettaient pas une expression démocratique complète. Les transitions de pouvoir s'effectuaient selon des logiques qui échappaient largement au contrôle populaire. Le peuple camerounais recevait ses dirigeants plus qu'il ne les choisissait véritablement. Cette histoire particulière a créé un déficit démocratique que les générations successives ont porté comme un fardeau. Les Camerounais ont longtemps vécu avec des leaders dont ils n'avaient pas réellement déterminé l'accession au pouvoir. Cette situation a engendré un sentiment de dépossession politique qui a marqué plusieurs décennies. La relation entre gouvernants et gouvernés s'est ainsi établie sur des bases fragiles et contestées. Le manque de légitimité démocratique authentique a contribué à l'émergence de pratiques autoritaires et à l'affaiblissement des institutions. Les citoyens se sont progressivement désengagés d'un processus politique qu'ils percevaient comme une façade. La candidature de Chiroma a réveillé quelque chose de dormant dans la conscience collective camerounaise. Elle a redonné sens à l'acte de voter en offrant une alternative crédible au système établi. Pour beaucoup de Camerounais, soutenir ce candidat représentait un acte de réappropriation de leur destin politique. Les rassemblements populaires qui ont ponctué sa campagne témoignaient d'un enthousiasme rarement observé dans le paysage politique camerounais. Les foules n'étaient pas mobilisées par des incitations matérielles ou des pressions administratives. Elles venaient spontanément exprimer leur adhésion à un projet politique qui résonnait avec leurs aspirations profondes. Cette mobilisation populaire authentique a créé une dynamique électorale que les observateurs n'avaient pas anticipée. Le message de changement porté par Chiroma trouvait un écho particulier auprès d'une jeunesse frustrée par le manque de perspective. Les générations plus âgées y voyaient également l'opportunité de léguer un pays meilleur à leurs enfants. La notion de victoire du peuple dépasse largement la simple arithmétique électorale. Elle s'inscrit dans une conception plus large de ce que signifie gagner dans un contexte démocratique. Chiroma insiste constamment sur le fait qu'il défend la victoire du peuple camerounais plutôt que sa victoire personnelle. Elle établit que le mandat reçu est un dépôt sacré confié par le peuple et non un privilège personnel. Ce cadrage transforme la lutte pour la reconnaissance des résultats électoraux en combat pour la dignité collective. Il place chaque Camerounais en position de partie prenante dans l'issue de cette confrontation politique. La victoire défendue n'appartient pas à un homme ou à un parti, mais à toute une nation. Cette approche crée un sentiment de responsabilité partagée dans la défense des acquis démocratiques. L'unité nationale que Chiroma cherche à construire repose sur une vision inclusive de la citoyenneté camerounaise. Son projet politique ne privilégie aucune région. Il s'adresse simultanément aux anglophones et francophones, aux chrétiens et musulmans, aux civils et militaires. Cette approche globalisante contraste radicalement avec les pratiques politiques divisionnistes du passé. Elle reconnaît que la force d'une nation réside dans sa capacité à transcender les clivages artificiels. Les problèmes auxquels le Cameroun fait face ne peuvent être résolus par des approches sectorielles ou partisanes. Ils nécessitent la mobilisation de toutes les énergies et compétences disponibles à travers le pays.
L'inclusion de toutes les composantes de la société dans le projet national n'est pas simplement une question de justice sociale. C'est également une nécessité pragmatique pour la participation active des femmes dans ce mouvement politique représente un élément crucial souvent négligé. La moitié de la population camerounaise a longtemps été marginalisée dans les processus décisionnels importants. Les femmes ont porté de manière disproportionnée le fardeau des crises successives qui ont affecté le pays. Elles ont assumé des responsabilités économiques et familiales considérables dans un contexte de gouvernance défaillante. Leur mobilisation massive derrière le projet de Chiroma témoigne d'une aspiration à une reconnaissance politique effective. Ces femmes ne réclament pas simplement une représentation symbolique, mais une participation. Elles apportent des perspectives et des expériences qui enrichissent considérablement le débat politique. Leur engagement démontre que le changement souhaité concerne l'ensemble de la société camerounaise. La nouvelle ère politique, qu'elles appellent de leur vœu, doit nécessairement intégrer leurs préoccupations spécifiques. La jeunesse camerounaise constitue l'autre pilier fondamental de cette volonté de transformation. Cette génération a grandi dans un contexte de promesses non tenues et d'opportunités continuellement reportées. Elle a vu ses parents et aînés lutter dans un système économique qui ne récompense pas le mérite. Elle a constaté comment les connexions politiques prévalent sur les compétences dans l'accès aux opportunités. Cette jeunesse refuse de se résigner à reproduire le même cycle de frustration et d'échec. Son soutien massif à Chiroma exprime un refus catégorique du statu quo. Elle revendique le droit de construire un Cameroun qui corresponde à ses aspirations et valeurs. Cette génération connectée au monde ne se satisfait plus des excuses et justifications traditionnelles. Elle compare la situation camerounaise à ce qui se passe ailleurs et refuse d'accepter que son pays reste en arrière. La convergence des aspirations entre différentes générations et catégories sociales crée une force politique formidable. Les personnes âgées qui ont connu l'indépendance et les premières années de la nation indépendante apportent leur expérience et leur sagesse. Les adultes d'âge moyen, qui portent le poids économique de la société, contribuent leur pragmatisme et leur détermination. Les jeunes injectent leur énergie, leur créativité et leur refus des compromissions. Cette alliance intergénérationnelle représente une coalition puissante pour le changement. Elle démontre que les problèmes du Cameroun transcendent les clivages générationnels et affectent l'ensemble de la société. La solution doit donc également être collective et inclusive. Aucun groupe ne peut prétendre détenir seul les clés de l'avenir camerounais. C'est dans le dialogue et la collaboration que se trouve la voie vers un développement véritable et durable. Les régions anglophones du Cameroun, longtemps marginalisées et récemment traumatisées par la violence, trouvent dans ce mouvement politique un espoir de réconciliation nationale. Leur souffrance particulière n'a pas été suffisamment reconnue par les autorités centrales. Les pertes de vies humaines et les destructions matérielles dans ces régions ont créé des blessures profondes. Pourtant, malgré cette histoire douloureuse, de nombreux anglophones voient dans le projet de Chiroma une opportunité de réintégration dans le projet national. Leur participation à ce mouvement de transformation politique témoigne d'une volonté de dépassement des traumatismes. Elle démontre également que les solutions inclusives et respectueuses peuvent guérir même les divisions les plus profondes. L'avenir du Cameroun dépend en grande partie de la capacité à intégrer pleinement ces régions dans un projet national réformé. La volonté populaire qui s'exprime actuellement au Cameroun n'est pas un phénomène spontané sans racines historiques. Elle est l'aboutissement de décennies de frustrations accumulées et d'aspirations réprimées. Les Camerounais ont longtemps observé avec patience les promesses non tenues et les opportunités manquées. Ils ont supporté les crises successives avec une résilience remarquable, espérant toujours que les choses s'amélioreraient. Cette patience ne signifiait nullement acceptation ou résignation, mais plutôt attente d'une opportunité réelle de changement. L'émergence de Chiroma comme alternative crédible a cristallisé ces aspirations diffuses en un mouvement politique cohérent. La détermination affichée par des millions de Camerounais à défendre leur choix électoral marque un tournant historique. Elle signale que le peuple camerounais a décidé de prendre en main son destin politique. Cette volonté collective, une fois mobilisée, représente une force irrésistible que même les structures de pouvoir les plus établies ne peuvent ignorer indéfiniment. La démocratie camerounaise porte désormais les cicatrices visibles d'un combat qui a coûté des vies humaines.
Les événements qui ont suivi l'élection présidentielle ont révélé la brutalité avec laquelle certains sont prêts à défendre le pouvoir établi. Des jeunes Camerounais pleins de vie et d'espoir sont tombés sous les balles tirées par ceux censés les protéger. Ces morts ne sont pas de simples statistiques dans un rapport officiel, mais des fils, des frères, des amis arrachés à leur famille. Chaque vie perdue représente un potentiel non réalisé, des rêves inachevés, des contributions futures perdues pour la nation. Les familles endeuillées portent un fardeau de douleur qui ne s'effacera jamais complètement. Leurs larmes témoignent du coût humain réel des luttes politiques dans un système qui refuse de céder pacifiquement le pouvoir. La mémoire de ces martyrs doit être préservée non par désir de vengeance, mais comme rappel constant du prix de la liberté. Leur sacrifice ne doit pas être vain, mais servir de fondement à la construction d'un système politique plus juste. La jeunesse camerounaise formait l'avant-garde de cette lutte pour la reconnaissance des résultats électoraux. Ces jeunes gens sont descendus dans les rues non par irresponsabilité, mais par conviction profonde. Ils croyaient fermement que leur vote devait être respecté et que leur choix démocratique ne pouvait être confisqué. Leur mobilisation pacifique exprimait une aspiration légitime à voir leurs droits civiques reconnus. La réponse violente qu'ils ont reçue révèle la faillite morale d'un système incapable de dialogue avec sa propre jeunesse. Utiliser la force létale contre des citoyens désarmés qui revendiquent simplement le respect de leurs droits constitue une violation grave des principes démocratiques les plus élémentaires. Ces jeunes manifestants n'étaient pas des ennemis de la nation, mais ses enfants légitimes réclamant justice. Leur courage face à la répression brutale force l'admiration. L'ordre donné de tirer sur des manifestants pacifiques révèle une vision profondément perverse du pouvoir et de l'autorité. Des hommes âgés, confortablement installés dans leur position privilégiée, ont décidé que des vies jeunes pouvaient être sacrifiées pour préserver leur mainmise sur le pouvoir. Cette décision traduit un mépris absolu pour la vie humaine et pour l'avenir même de la nation. Tuer la jeunesse d'un pays équivaut littéralement à tuer l'avenir de ce pays. Chaque jeune abattu représente une part du potentiel national qui s'éteint prématurément. Les compétences que ces jeunes auraient développées, les innovations qu'ils auraient apportées, les familles qu'ils auraient fondées, tout cela est perdu à jamais. Cette destruction délibérée du capital humain national dépasse la simple violence politique pour atteindre le niveau du crime contre l'avenir collectif. Les responsables de ces ordres portent une responsabilité historique qui devra être jugée par les générations futures. La douleur profonde ressentie par Chiroma face à ces pertes de vies humaines témoigne de son humanité authentique. Son silence temporaire après ces événements tragiques n'était pas de l'indifférence, mais le résultat d'un choc émotionnel profond. Un leader véritablement connecté à son peuple ne peut rester impassible face au massacre de ceux qui le soutiennent. Cette réaction émotionnelle contraste radicalement avec l'indifférence historique manifestée par les autorités. Les régimes précédents pouvaient voir des centaines ou des milliers de personnes mourir dans des incidents divers sans manifester la moindre empathie publique. Les catastrophes naturelles, les accidents, les crises sanitaires ne suscitaient aucune réponse compassionnelle des plus hautes autorités. Cette froideur institutionnelle avait créé un fossé émotionnel profond entre dirigeants et dirigés. L'empathie affichée par Chiroma réintroduit la dimension humaine dans le leadership politique camerounais. Le concept de martyr pour la démocratie place ses victimes dans une perspective historique noble. Ces jeunes ne sont pas morts en vain, mais ont offert leur vie pour un idéal qui transcende leurs intérêts personnels immédiats. Leur sacrifice s'inscrit dans la longue histoire des luttes pour la liberté et la dignité humaine. Les sociétés démocratiques du monde entier honorent la mémoire de ceux qui sont tombés dans la lutte pour établir ou préserver les libertés fondamentales. Le Cameroun rejoint ainsi cette communauté de nations dont la démocratie a été conquise au prix du sang. Ces martyrs appartiennent maintenant à l'histoire nationale et leur mémoire doit être préservée avec le respect qu'elle mérite. Les générations futures apprendront leur nom et comprendront que la liberté dont elles jouissent a été payée par le sacrifice ultime de leurs prédécesseurs. Cette mémoire collective servira de rempart contre toute tentation de retour à l'autoritarisme. La journée de commémoration décrétée par Chiroma représente un acte politique d'une profondeur symbolique considérable. Pour la première fois, un leader politique camerounais institutionnalise le souvenir des victimes de la répression politique.
Cette reconnaissance officielle élève ces morts au statut de héros nationaux, plutôt que de les laisser dans l'anonymat de statistiques oubliées. Le recueillement collectif proposé permet à toute une nation de faire son deuil et de tirer les leçons de ces événements tragiques. Cette journée ne doit pas être une célébration macabre de la violence, mais une réflexion sur la valeur de la vie humaine et l'importance de la paix. Elle offre l'occasion de réaffirmer collectivement que de telles violences ne doivent plus jamais se reproduire. Le caractère solennel de cette commémoration démontre que le nouveau leadership prend au sérieux la protection de la vie humaine. Cette initiative établit également un précédent important pour la gouvernance future. Les familles endeuillées méritent plus que des condoléances formelles ou des compensations matérielles symboliques. Elles ont droit à la vérité complète sur les circonstances exactes de la mort de leurs proches. Les responsabilités à tous les niveaux de la chaîne de commandement doivent être clairement établies. Les ordres donnés, les décisions prises, les actions exécutées doivent faire l'objet d'une documentation. Personne ne devrait pouvoir tirer impunément sur des citoyens désarmés. Les principes de responsabilité individuelle et de chaîne de commandement impliquent que les décideurs doivent répondre de leurs actes. Cette exigence de justice n'est pas une vendetta politique, mais l'application des principes juridiques universellement reconnus. Sans accountability pour les violences passées, le cycle de l'impunité se perpétue et encourage de futures violations. Les victimes et leurs familles ont le droit de voir justice rendue selon les procédures légales appropriées. Cette justice doit être équitable, transparente. Le traitement de ces affaires servira de test crucial pour la crédibilité du nouveau système juridique. La réconciliation nationale dont le Cameroun a besoin ne peut se construire sur l'oubli ou le déni. Elle nécessite au contraire une confrontation honnête avec les vérités douloureuses du passé récent. Les sociétés qui ont réussi à surmonter des périodes de violence politique ont généralement mis en place des mécanismes de vérité et réconciliation. Ces processus permettent aux victimes de raconter leur histoire et d'être entendues par la société. Ils offrent également aux responsables l'opportunité d'assumer leurs actes et de demander pardon. Cette approche, bien que difficile émotionnellement, s'est révélée plus efficace que la simple répression ou l'amnistie. Le Cameroun pourrait bénéficier d'un tel processus adapté à son contexte spécifique. La guérison des traumatismes collectifs prend du temps et nécessite un engagement soutenu de toutes les parties. Elle exige surtout un leadership qui place la cohésion nationale au-dessus des considérations politiques partisanes. L'héritage que ces martyrs laissent au Cameroun dépendra de ce que la nation fera de leurs sacrifices. Si leur mort mène effectivement à l'établissement d'un système politique plus juste et démocratique, alors leur sacrifice n'aura pas été vain. Si au contraire le pays retombe dans les mêmes ornières de l'autoritarisme et de la répression, alors ces vies auront été perdues. Cette responsabilité pèse sur chaque Camerounais, et particulièrement sur ceux qui assument des positions de leadership. La mémoire de ces jeunes gens doit inspirer un engagement renouvelé envers les valeurs démocratiques. Leurs noms doivent rappeler constamment le coût réel de la liberté et la nécessité de la protéger. Les écoles camerounaises devraient enseigner leur histoire pour que les générations futures comprennent les luttes qui ont façonné leur nation. Ces martyrs appartiennent désormais au patrimoine moral du Cameroun et doivent être honorés en conséquence. Voilà la vérité que les médias officiels cachent. Laissez vos commentaires et dites-nous ce que vous en pensez. N'oubliez pas le like et abonnez-vous pour ne rien manquer. Car demain, je révèle les noms des personnes qui ont donné l'ordre de tirer sur les manifestants et vous n'allez pas croire qui est impliqué. À très bientôt.